plaisir maintenant de passer la parole à Philippe Timmerman, chef d'état-major de la gestion de crise au CFF. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous salue bien cordialement. Je remercie Maxime et puis son équipe pour l'organisation de cette journée, pour avoir donné la possibilité à une infrastructure critique ou à un de ses représentants de venir s'exprimer ici aujourd'hui. Et quand je dis infrastructure critique, je le dis évidemment sans aucune naïveté. Je suis bien conscient des responsabilités qui sont liées à cette notion d'infrastructure critique. Dans une thématique comme celle qui nous occupe aujourd'hui, on attend aussi d'une infrastructure critique, d'un grand consommateur d'énergie, qu'il amène aussi une contribution significative à la gestion de la crise. Je suis très heureux d'être là, puis en même temps j'ai eu un petit peu l'impression de m'être fait voler mon introduction ce matin, puisque ma prochaine slide a déjà été évoquée, mais je vais le faire quand même, parce que ce que je vais dire a déjà été dit au moins 2 fois, par un professeur, donc voilà, probablement un homme de confiance avec une donnée valide et fiable que je peux donc me permettre de répéter encore une fois, et puisque c'est au cœur de la thématique, je vais le répéter encore une fois. Ouais, on est dessus. Voilà, merci. Donc le blackout, il y a assez d'énergie qui est disponible pour couvrir les besoins, mais pour un concours de circonstances désastreux, pour une influence extérieure, insoupçonnée, imprévisible, l'énergie, la distribution tombe. Et j'ai presque envie de dire, tant pis, pas de bol. Et je le dis ça sous l'optique des mesures préparatoires que l'on peut prendre au niveau d'une entreprise comme les CFF, de la taille des CFF. Et puis, il y a l'autre aspect qui est la pénurie d'énergie. L'énergie n'est plus disponible pour couvrir les besoins. Et puis, l'approvisionnement énergétique n'est dès lors plus assuré. Et là, ça demande un certain nombre de mesures anticipatoires pour pouvoir pallier à cette pénurie d'énergie. Et c'est là qu'il y a un gros travail qui doit être fait en amont, puisque le risque, on le connaît, il existe. Et puis, il y a tout un catalogue de mesures qui est défini et pour lesquelles on peut se préparer et on doit se préparer. Les CFF, ça représente quasiment 1 million de passagers qui sont transportés quotidiennement dans nos trains. C'est 804 gares, haltes pour le trafic voyageur, qui doivent être alimentés avec du courant électrique, 50 Hz, qui doivent permettre d'alimenter les escalators, d'alimenter les ascenseurs, l'ensemble des commerces que l'on peut trouver dans nos gares ou à proximité des gares, l'éclairage, les voies de sortie, les issues de secours, etc. C'est environ 11 000 trains qui circulent chaque jour sur le réseau. Ces trains doivent être alimentés avec du courant de traction. Là, on est dans du 16,7 Hz. Et puis, c'est 185 000 tonnes de marchandises qui sont transportées quotidiennement sur le réseau. Il faut que ces marchandises soient chargées quelque part, il faut qu'elles soient transportées, puis il faut qu'elles soient déchargées quelque part. Et tout cela, évidemment, consomme de l'énergie. Et puis, c'est 3200 km de voies ferrées qui sont parsemées d'installations techniques, de contrôle de la production, de la position de nos trains, de signalement ou signalétique pour la régulation du trafic, de la vitesse, etc. Tout ceci doit évidemment aussi être alimenté en énergie. Et pour que nos trains y circulent, il y a fondamentalement 3 réseaux, si je simplifie un poil, qui doivent être disponibles. Le premier, c'est sans surprise le réseau ferré. Le deuxième, c'est le réseau électrique avec le 50 Hz et puis le 16,7 Hz. Et puis le troisième, c'est le réseau des technologies d'information et de la communication. Alors dans la thématique qui nous occupe aujourd'hui, le réseau ferré, il est disponible, il reste disponible, en tout cas à court terme. Il peut évidemment y avoir des problèmes de pénurie dans l'approvisionnement de matières premières qui pourraient tout d'un coup entrer en ligne de compte si, pour l'entretien du rail, le changement des rails. L'approvisionnement énergétique est au cœur de la problématique et puis les TIC dépendent évidemment de l'approvisionnement en énergie.
Maintenant, j'amène un petit bémol encore sur l'infrastructure. On a un certain nombre d'aiguillages qui parsèment notre voie ferrée, et particulièrement en hiver, puisque c'était la période aussi qui nous intéresse. Les conditions météorologiques sont parfois inoptimales, il peut neiger, il peut faire froid. Les aiguillages, on va chercher à empêcher qu'il y ait du gel qui se dépose dessus ou qu'il y ait de la neige qui se dépose, et on va donc les chauffer. Et ce chauffage, à nouveau, va demander de l'énergie, du gaz, et puis des systèmes de contrôle industriel derrière qui vont permettre de faire fonctionner ces systèmes-là. Et maintenant, si le trafic ferroviaire devait être interrompu, on aurait très rapidement des conséquences majeures sur nos clients, mais également sur nos employés. On a une indisponibilité des employés qui ne vont plus être à même d'effectuer les tâches nécessaires à la production ferroviaire. Et puis, on ne transportera plus des clients qui participent, contribuent à l'économie nationale, que ce soit au travers de leurs loisirs ou au travers de leur activité professionnelle. Donc, très rapidement, même avec des petites mesures, on va avoir un impact sur la clientèle et sur nos employés. Et puis, le transport de marchandises, je l'évoquais tout à l'heure, la consommation ou la nécessité de disposer d'un approvisionnement électrique est donné tout au long de la circulation du fret. Donc rapidement, si le réseau ferroviaire devait tomber, par effet domino, les conséquences sur l'économie de la Suisse se feraient sentir avec des conséquences à court terme, mais selon la longueur de la situation, évidemment, aussi à plus long terme. Maintenant, je fais juste un tout petit aparté sur l'énergie au CFF pour que vous ayez bien ça en tête. Il y a les deux courants dont j'ai parlé, le 16,7 Hz, qui est le courant de traction qui nous permet de faire avancer nos trains. Alors, vous voyez, la consommation, c'est 1635 gigawattheures par année. C'est que les CFF. Si on rajoute encore les autres compagnies ferroviaires, on arrive à 2400 gigawattheures par an. Ça représente l'équivalent d'environ 630 000 ménages et 90% de cette énergie, nous sommes à même de la produire nous-mêmes. Pour le courant domestique, le 50 Hz, c'est environ 60 000 ménages, si on fait un comparatif, pour ces 275 gigawattheures par an qui nous sont nécessaires pour faire fonctionner nos gares, nos infrastructures de contrôle, de production, les passages à niveau, les sous-voies, etc., etc. Et c'est plus de 2500 points d'alimentation sur lesquels on a environ 500 qui dépassent les 100 000 kilowattheures par an, ce qui est la limite qui définit le gros consommateur d'énergie. On a 283 fournisseurs d'électricité, on a 297 gestionnaires de réseaux de distribution. Donc très rapidement, on rentre dans une problématique qui est complexe. On a parlé de la collaboration transfrontalière ce matin. Elle commence chez nous transcantonale, transrégionale. Et puis transnational par la suite, en particulier avec le cargo, le fret. Pour le courant de traction, donc 90%, on est à même de le produire nous-mêmes. On a 4 lacs de barrage qui sont répartis sur le territoire et puis qui nous permettent d'assurer la production de ce courant-là, mais il y a évidemment là aussi de nouveau un certain nombre de systèmes qui vont dépendre du réseau domestique pour pouvoir fonctionner. Je reviens sur maintenant la problématique qui nous occupe aujourd'hui, blackout et pénurie d'énergie. Le blackout, j'ai dit tout à l'heure que l'anticipation, alors oui, on a des plans de continuité qui sont élaborés, qui sont tenus à jour, qui sont révisés. Mais il n'y a que dans une certaine mesure qu'on va pouvoir se préparer face à un blackout. On ne va pas pouvoir, sur l'ensemble de notre réseau, mettre en place des alimentations sans interruption, des ASI, parce que le coût est beaucoup trop élevé par rapport à l'utilisation. Donc de renforcer, durcir le réseau, ça va être particulièrement difficile. Donc d'où mon expression un petit peu provocatrice tout à l'heure de tant pis, ma foi, pas de bol. Mais il y a évidemment ce qu'on peut préparer, c'est toute la reprise du trafic et qu'on va devoir préparer, toute la reprise du trafic, toute la remise en état des infrastructures, dont certaines auront été endommagées par les coupures d'électricité. Voilà, ça, on doit l'anticiper.
Et puis, dans la pénurie d'électricité, les mesures qui ont été évoquées tout à l'heure, les mesures d'économie, les restrictions de consommation, les mesures de contingentement et les mesures de délestage. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous, pour les CFF? Je fixe juste le cadre avec le Conseil fédéral qui va prendre un certain nombre de décisions et puis qui va les mettre en force au moyen d'ordonnances, l'approvisionnement économique du pays, qui va définir les mesures de gestion réglementée, qui va chercher à avoir cet équilibre dont on a parlé tout à l'heure entre la production et puis la consommation, avec l'Association des entreprises électriques de Suisse, qui sont chargées par le Conseil fédéral de procéder aux préparatifs pour surmonter une situation de pénurie, qui ont mis en place un organe qui est l'Austral, qui est l'organisation pour l'approvisionnement électrique en cas de crise, qui va devoir préparer ces mesures et ensuite les mettre en place. Et là, il convient de noter encore que la Confédération va toujours respecter le principe de la proportionnalité, ne va intervenir dans l'économie privée que si cela est absolument nécessaire pour maîtriser la crise. Voilà, et puis font partie d'Austral les entreprises d'approvisionnement en énergie, la production, le réseau de transport, le réseau de distribution, les gestionnaires de réseau qui vont servir d'interlocuteurs après aux clients, donc qui seront nos interlocuteurs. Les mesures d'économie, c'est sur une base volontaire, c'est un appel à la population qui est fait là. Vous avez vu fleurir ces derniers mois, durant le plus chaud de l'hiver, si je puis dire, les appels à l'économie avec des conseils, des astuces sur comment économiser, chacun chez soi, la responsabilité individuelle, la communication, la préparation, la résilience de la population, comment chacun peut apporter une contribution là-dessus, l'idée étant toujours de ne pas devoir passer à l'étape suivante. Et puis pour nous, comme grande entreprise, c'est plus de 33 000 collaborateurs, il y a une responsabilité, il y a un travail à faire ici, de sensibiliser aussi nos collaborateurs, de prendre un certain nombre de mesures, ou disons de les encourager à prendre des mesures sur le lieu de travail pour contribuer à ces mesures d'économie. Éteindre la lumière, éteindre les postes de travail, peut-être s'affranchir de 5 machines à café par bureau et d'en utiliser plus qu'une. La température dans les bureaux va certainement être aussi un point. La température dans nos trains va certainement aussi être un point sur lequel on peut agir, mais qu'on va devoir aussi communiquer aussi bien à nos collaborateurs qu'à nos clients. Les restrictions de consommation, on interdit les dispositifs qui sont très énergivores. Le contingentement, il y a le contingentement, puis le contingentement immédiat. Dans le contingentement immédiat, c'est à partir de maintenant ou demain, après-demain, il n'y a plus que tant d'énergie qui est disponible pour votre société. À vous de l'utiliser au mieux. Basé sur les consommations précédentes, et puis dans un contingentement où on a une période un petit peu plus longue, on dit voilà, pour cette période vous avez tant d'énergie, et puis c'est à l'infrastructure, à l'entreprise de gérer comment elle utilise ensuite, comment elle répartit sa consommation au cours du temps. Ça donne un petit peu plus de liberté de manœuvre, mais la finalité est environ la même. Et puis les mesures de délestage, c'est là où on ne veut pas arriver, et spécialement pour nous, parce qu'on ne sera plus du tout en mesure de produire le trafic ou la production ferroviaire. Si je reviens juste sur ça, vous avez ici sur le graphique la durée, l'anticipation dans le sens du temps qu'on a pour se préparer, pour mettre en place des mesures, et puis la préparation, le temps qu'il nous faut pour mettre en place ces différentes mesures. Alors, les économies d'énergie, ça va assez vite, ce n'est pas un grand problème. Les restrictions, les contingentements auront un impact aussi plus grand sur la production ferroviaire. Le temps est un petit peu plus long, tant dans l'anticipation que dans la préparation des mesures. Si on doit, par exemple, réduire le trafic ferroviaire, réduire l'offre ferroviaire, on ne pourra pas le faire en appuyant sur un bouton et puis de maintenant à l'heure suivante, le trafic est réduit. Ça va prendre un certain nombre de temps pour mettre en place. Et plus cette réduction de l'offre sera importante, plus la planification pour le faire sera longue également.
rapidement. Et chaque train qui est arrêté, il faudra bien le parquer quelque part. Vont se poser des questions ensuite sur combien de temps il est arrêté. Il y a de la maintenance à faire. Quelles sont les étapes que je dois faire pour pouvoir le remettre ensuite sur le réseau. Et puis à l'extrême, il y a toute l'horaire qui doit être replanifié pour pouvoir effectivement diminuer l'offre. Donc il y a une certaine complexité et ça prend un certain temps. Le délestage, c'est évidemment là où on ne veut pas arriver, et puis le blackout, c'est évidemment peu favorable aussi. Les conséquences sur la production ferroviaire, tant qu'on est dans les économies d'énergie, dans les restrictions jusqu'à un certain point, on arrive à produire sans problème. Et puis, donc produire, se dire faire rouler des trains. Et puis dès qu'on passe dans les contingentements, on va être immédiatement amené à diminuer l'offre. Et puis, dès le délestage, la production sera entièrement interrompue. Ça va être impossible de faire circuler encore des trains avec ces coupes cycliques qui vont affecter les régions de manière différenciée, nos trains par essence passant d'une région à l'autre, les systèmes de contrôle, de communication, les systèmes industriels, etc. Il y a peut-être le système là, puis il y a peut-être le data center là-bas, et puis entre deux, il va bien falloir transporter aussi la donnée, et puis si possible, faire opérer la magie pour qu'on ait le résultat escompté. Voilà, les installations techniques ne sont pas prévues pour être comme la lumière, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Il faut, suivant comment, un certain temps pour les éteindre, un certain temps pour les rallumer. Et puis, plus abrupt est ce processus, et plus souvent il intervient de manière abrupte, et plus rapidement on aura des dommages sur les infrastructures, sur les installations qu'il faudra aussi ensuite rétablir avant de rétablir le trafic. Donc rapidement, la production ici va être interrompue, et puis les conséquences financières que ça représente pour l'entreprise, les économies, les restrictions, ce sont des conséquences qui sont relativement faibles ou disons absorbables. Dans le contingentement, on rentre dans des conséquences importantes puisqu'on va réduire l'offre. Et puis, dès le délestage, on est dans quelque chose de trop important pour que ça puisse encore être porté. Et puis, le blackout, voilà, important simplement parce qu'on part du principe que le temps pendant lequel l'arrêt est effectif sera plus court que sur un délestage. Si le courant devait être coupé, parce que toute la question, je l'ai dit au début, quelle est la contribution aussi que les CFF comme infrastructure critique peuvent apporter à la gestion de la crise, comme grand consommateur, quelle est la contribution qui peut être apportée. Et puis on est malheureusement donc les CFF et l'ensemble du transport public dans une contribution faible, puisque assez rapidement on va devoir supprimer l'offre. Et dès les premières mesures qui sont prises, la clientèle va immédiatement sentir les effets. C'est là qu'il convient aussi d'agir en commun, en synchronisation avec les autres entreprises de transport, avec les autres gestionnaires d'infrastructures. Si dans nos trains, il fait 4 degrés de moins que dans les autres trains, on sera peu populaire à la fin de la journée. Mais c'est typiquement le genre de choses que la clientèle va immédiatement sentir, si elle ne peut plus prendre l'ascenseur, si elle ne peut plus prendre l'élévateur, si elle ne peut plus faire ses courses dans les gares, etc. Donc voilà la question de la contribution que l'on peut amener en tant que grand consommateur. Et si le réseau est touché, si nous devons réduire l'offre, la question qui va se poser, ou les questions qui vont se poser, outre la planification dans le détail qui doit être faite, seront celles de qu'est-ce qui peut encore être maintenu, qu'est-ce qui doit encore être maintenu. On ne peut pas, typiquement de notre propre chef, comme entreprise de transport, décider de réduire l'offre sans que ceci ait été avalisé par l'échelon supérieur, je veux dire, l'Office fédéral des transports, puisque nous avons des contrats de prestations, que nous avons une concession, et puis que nous avons l'obligation de respecter cette concession. Donc on a l'autorisation de faire rouler des trains, selon un horaire donné, on doit respecter cet horaire, on doit faire rouler les trains tel que cela est prévu. Sinon, il y a une demande à faire au-dessus.
Alors après, l'avantage des CFF, comme de carte postale pour la route, c'est qu'on a le lead au niveau de l'ensemble des entreprises dans le secteur, sur la coordination, sur le système ferroviaire. Donc ça réduit les interlocuteurs avec les partenaires et ça permet d'avancer de manière coordonnée sur les mesures qui sont prises. Voilà, donc il y a cet équilibre que nous devons trouver, mais qui doit aussi être compris à tous les échelons sur le maintien de l'infrastructure, le transport critique sur l'ensemble du réseau national, et puis la contribution qu'on peut apporter. Et pour nous, maintenant, si on regarde juste le 50 Hz, vous avez ici le stakeholder management avec qui nous devons parler, discuter pour mettre en place les mesures, les autorités, les fournisseurs d'énergie, les prestataires de services, les entreprises de transport public. Voilà, et c'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent être intégrés à un moment donné dans les discussions, dans les mesures qui sont élaborées et ensuite mises en œuvre. On a toute une structure de gestion de crise et des urgences au CFF, en partant du niveau tactique jusqu'au niveau stratégique, en passant par le niveau opératif, puis le niveau encore politique, avec des états-majors qui sont en place, qui ont été constitués, qui sont alimentés, qui sont formés, et puis qui sont aptes à être alarmés, et puis à être mis sur pied et à effectuer leurs tâches. Mais les états-majors de crise ou d'urgence vont prendre les tâches ou la responsabilité à la ligne pour mettre en œuvre des mesures. Mais l'idée, c'est aussi que rapidement, ces états-majors soient de nouveau désactivés et puis qu'on rende à la ligne la mise en œuvre des mesures. Il y a des mesures immédiates à prendre, il y a des décisions avec une importance selon comment assez élevée qui doivent être prises. Une fois que ça s'est pris, la mise en œuvre va prendre un certain temps et quand on en est là, on peut tranquillement redonner à la ligne pour mettre en œuvre ces mesures. Donc c'est pas optimal pour une longue durée. Et comme là, on partait avec l'idée d'une longue durée, on a entendu tout à l'heure que l'hiver 23-24 devait aussi nous préoccuper, c'est le cas. Eh bien, on a mis en place une task force dédiée à cela en juillet déjà. Mais août, c'est bien aussi, mais juillet déjà, avec un rythme de conduite avec des rapports de situation hebdomadaires. Et puis avec comme compétence les pénuries d'énergie, de gaz et d'électricité. Et cette task force a été mise en veille à la fin de février 2023 en raison du développement favorable de la situation. Donc on continue à suivre la situation et puis on peut remettre la task force sur pied très rapidement. Ça, ce sont les tâches, problèmes partiels, domaines d'activité qui étaient traités par cette task force. Alors tout le monitoring de la situation, d'une part ce qui se passe sur le plan de l'approvisionnement énergétique au niveau européen. On était par exemple très intéressé aussi à voir dans quelle mesure, avec quelle rapidité la France allait pouvoir remettre en marche ses centrales nucléaires, puisque ça aurait rapidement un impact sur la production d'énergie. Les acquisitions, elles se font quelques années à l'avance. Il faut acheter maintenant, on voit ça monte. Toute cette problématique-là des acquisitions, le business continuity management, des plans sont là, ils sont en place. Il faut peut-être les ressortir du tiroir de temps à autre et puis les éprouver. Est-ce qu'ils permettent de répondre à cette situation particulière maintenant? La communication à l'interne, auprès de nos collaborateurs, à l'externe, avec nos clients, avec les autorités, avec les autres entreprises de transport. Et puis le courant de traction, pouvoir s'assurer d'avoir une production de courant de traction qui reste effective durant toute la durée. Voilà peut-être le panorama rapide de la situation au CFF. Ce que je vous propose de prendre avec, c'est d'une part ce BCM, ces plans de continuité qui doivent
exister, qui doivent être mis en place dans les entreprises, qui doivent être révisés et qui doivent être ensuite adaptés à la situation présente. La structure, l'organisation de gestion de crise, si elle est là, si elle existe, ça va beaucoup faciliter la mise en œuvre ensuite des mesures. Et puis la coordination au sein de la branche, c'était pour nous absolument essentiel pour que les mesures qu'on décide, qu'on prend chez nous, soient similaires aux autres, soient partagées par les autres, pour qu'on ait une unité de doctrine au niveau du transport ferroviaire. Voilà, maintenant, ça c'est ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. On a rapidement, dès le mois au début de l'été, ou peu après, enfin mois de septembre, fin de l'été plutôt, commencer à prendre de notre chef des mesures d'économie d'énergie, ce qui était une bonne chose, qui a été bien compris, mais qu'il faut évidemment expliquer. Vous vous souvenez peut-être de la France et de ses représentants politiques qui aimaient à se montrer avec un pull à col roulé. Voilà, ça fait partie de la communication, ça fait partie de cette tâche-là, et c'était cette situation-là qu'il fallait prendre. On a eu des bonnes idées aussi. Tiens, est-ce qu'il faudrait mettre à l'entrée des immeubles, des couvertures ou des doudounes? Bon, on s'est dit que le collaborateur était assez responsable pour penser lui-même que s'il y avait 2 degrés de moins dans le bâtiment, il devait se préparer en conséquence. Et puis, plus tard, il y a des mesures d'économie d'énergie qui ont été initiées, prises, décidées par l'Union des transports suisses, où là on est arrivé dans cette unité de doctrine. Et puis pendant tout ce temps, eh bien, on s'est préparé au mois à venir. On se préparait à un hiver long. Il a été doux et plus court, mais on imaginait dans les pires scénarios, voilà, jusqu'à avril, mai, avec le maintien de cette task force et de ces différentes activités. Alors on n'est heureusement pas arrivé jusque-là, plein de facteurs externes, vous avez probablement compris dans ce qui a été expliqué ce matin déjà, et qui ont amené un développement favorable de la situation. Maintenant, la diminution de l'offre, quelle est la contribution que le transport ferroviaire peut amener? Il est assez restreint, puisque rapidement, on va arriver dans une interruption totale de la production. Alors après, c'est... voilà. Qu'est-ce qu'on privilégie entre la production et toutes les conséquences que ça a, ou la contribution? Le standard de la branche pour l'ensemble du secteur, comme quelque chose d'important, et puis l'approvisionnement économique du pays, le transport de marchandises doit être maintenu autant que possible. Maintenant, si on veut maintenir le transport de marchandises, c'est le même réseau ferré que le transport de personnes. Et puis il y a toutes ces infrastructures, ces installations techniques qui doivent fonctionner pour que ce transport puisse être garanti. Maintenant, s'il n'y a plus ce transport-là, c'est toute la chaîne derrière qui en pâtit. C'est une grande partie de l'économie qui va en pâtir également. Donc ça, c'est un des points assez essentiels là-dedans. On peut réduire l'offre, notamment aux heures de pointe. On raccourcit les trains, on met moins de trains, on supprime des trains, c'est gérable, ça va, jusqu'à un certain point, à nouveau. Mais l'idée, le concept derrière, et c'est comme ça que l'entend aussi le législateur, c'est comme ça que c'est en accord avec l'attribution de la concession, c'est qu'on a une offre qui couvre le territoire, et puis on ne va pas supprimer une partie de l'offre au détriment du maintien d'une autre offre. Donc il y a cet équilibre à trouver là. Donc on maintient, on diminue le nombre de trains, si vous voulez, qui circulent, mais on maintient la desserte. Puis à un moment donné, on n'arrive plus à maintenir cela, et là, le trafic sera assez rapidement interrompu. Voilà, petit panorama des CFF, de la situation, de ce qui a été mis en place et des problématiques qui sont posées, de cet équilibre entre notre contribution, que l'on fait évidemment très volontiers, les limitations que ça a, et puis d'autre part, le maintien d'une infrastructure critique nationale. Je vous remercie.